Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Angela, je vais remplacer Mathilde ce soir pour la modération qui s'excuse parce qu'elle est malade ce soir et elle voulait faire passer le message qu'elle était extrêmement déçue de ne pas pouvoir être là avec nous ce soir. Donc je travaille pour l'association Active Trafic qui co-organise cette soirée avec Agisson et Grondement des Terres. Donc un peu pour l'intro de cette soirée, donc voilà, rappeler le contexte extractiviste du canton de Vaud avec notamment la ZAD du Mormont en 2020-2021 qui a réussi à mettre sur la scène l'industrie du béton. En fait, ce soir, on va essayer de le lier à la question des autoroutes sur sujet sur lequel on votera, le peuple suisse votera le 24 novembre prochain. Et puis pour ça, on a Thibaut Schneeberger, qui travaille également pour l'association Active Trafic, qui va nous présenter la votation sur les autoroutes. Bonsoir à toutes et tous, vous m'entendez ? Donc, comme ça a été dit, Thibaut Schneeberger, je suis coordinateur pour la Romandie de l'association Active Trafic. Donc, on fait partie de ceux qui avons lancé le référendum fédéral contre l'extension des autoroutes, sur lequel on vote le 24 novembre prochain. Donc, je vais vous faire un petit peu d'abord un panorama des projets qui sont soumis au vote, parce qu'on ne les connaît pas forcément très bien, et il y a de quoi en dire. Et puis ensuite, les principaux arguments qui font qu'on doit voter non le 24 novembre. Donc on vote sur ce qui s'appelle l'étape d'aménagement 2023 des routes nationales. C'est un crédit de 5,3 milliards pour 6 projets d'extension autoroutière. C'est 5 projets en Suisse alémanique et 1 projet en Suisse romande, qui est l'élargissement de Nyon au Vengeron. On a récolté plus de 100 000 signatures assez rapidement l'hiver passé pour ce référendum. Et c'est des projets qui font l'objet de contestations locales, de groupes citoyens partout, en particulier en Suisse alémanique. Moins en Suisse romande parce que le projet a été rajouté en dernière minute, j'y reviendrai. Donc les projets, d'abord à Berne, il y a un double projet. C'est l'élargissement de la 1 à 6 voies entre Schönbuhl et Kirchberg et de 6 à 8 voies entre Wankdorf et Schönbuhl. Donc sur ce tronçon-là, il y avait eu 4 voies un temps, on les a élargies à 6 et maintenant ils veulent passer à 8. Et quand on demande à l'Office fédéral des routes la suite, c'est quoi ? C'est 10, 12, 14, 24, 48 ? Ben, ils disent en fait chaque génération doit résoudre ses propres problèmes. Enfin, la vision de Lefroux est ultra court-termiste et c'est ça qui est intéressant de se rendre compte, c'est qu'il navigue complètement à vue sur la gestion du trafic et en fait cette fuite en avant, elle n'est pas remise en question du tout. Évidemment, quand on élargit une autoroute, que ce soit de 4 à 6 ou de 6 à 8, il faut refaire les ponts. La plupart des ponts ne sont pas calibrés pour ça, donc il faut les casser, les reconstruire. Et dans le cas de Berne, c'est des grosses emprises sur les terres agricoles, avec un bétonnage de 13 hectares de terrain, un peu plus, avec des terres agricoles, des forêts, et puis beaucoup de terres qui sont prises pour les emprises de chantier. À Bâle, il s'agit d'un tunnel, c'est le tunnel sous le Rhin, 18 mètres de profondeur. En tout, en comptant tous les tunnels, c'est environ 9 km de tunnels qui seraient percés. C'est la destruction de jardins familiaux, de parcs publics. Et ça se fait à proximité d'écoles, de maisons de retraite. Il y a une forte augmentation du trafic qui est prévue. Et à Bâle, les riverains se battent pour que, à minima, si par malheur le projet devait passer, il faut qu'on réaménage en surface les zones urbaines pour réduire la part du trafic en surface. Mais pour l'instant, il n'y a pas de projet réellement prévu. Donc, ils sont vraiment vent debout contre ce projet de Rheintunnel. À Schaffhouse, c'est un magnifique projet avec probablement une première en Suisse, c'est une autoroute à 2 étages, avec, vous voyez là-haut, hein, c'est dans le coin là, enfin là au-dessus. Donc on a une double 2 fois 2 voies en dessus et 2 fois 2 voies en dessous qui fonctionneraient à plein, et qui sont, on voit les maisons qui sont juste à proximité, qui vont subir massivement le bruit, et un quartier entier qui devrait être sinistré avec une augmentation de 25% du trafic au moins. À Saint-Gall, c'est un projet aussi de tunnel, avec une bretelle d'accès à la gare de marchandises, un giratoire souterrain, et aussi une forte augmentation de trafic qui est prévue. Et là, un pont sur lequel on supprime des voies de bus pour pouvoir s'assurer qu'on ait bien 5 voies d'accès voiture sur le pont. Voilà la logique de l'Office fédéral des routes aujourd'hui, et c'est cette logique-là qu'on conteste.
Et elle est vraiment terriblement destructrice et à contresens de tout ce qu'on devrait faire. Pour le projet roman, plus proche d'ici, c'est l'élargissement à 6 voies entre Genève et le Vengeron, entre Genève, le Vengeron et Nyon, en passant par Coppet. C'est la 1, tout simplement, qui passerait de 2 fois 2 voies à 2 fois 3 voies, avec des modifications importantes des échangeurs de Coppet, du Vengeron et surtout de Nyon. Alors c'est un projet qui n'était pas prioritaire, qui a été rajouté par Albert Rochety à la dernière minute parce que ils ont bien vu qu'il y avait un référendum qui allait être lancé, on l'avait annoncé, et donc ils se sont dit il faut qu'on donne un petit sucre au roman pour qu'ils n'aient pas l'impression que c'est que des projets alémaniques. Donc c'est un projet qui n'était pas prêt, qui n'est pas mûr. Ils sont même en train de discuter maintenant, visiblement, de rajouter une sortie à Versoix, ce qui était un projet abandonné depuis des années. Mais là, évidemment, comme ce projet d'élargissement est sur la table, les villes comme Coppet, enfin toutes les localités autour de Coppet savent qu'elles vont subir un fort trafic en plus, donc ils ont plutôt intérêt à ce qu'il y ait une autre sortie vers Versoix. Donc voilà, c'est des projets qui se surajoutent à des projets et c'est une fuite en avant terrible, d'autant que celui-ci prévoit, et j'y reviendrai, un trafic supplémentaire massif. Et là, c'est l'Office fédéral des routes qui annonce 44 000 véhicules en plus sur la 1 si on élargit. Donc je l'ai dit, réfection du Vengeron, où il y aura une voie aérienne supplémentaire, agrandissement de la jonction de Coppet, et puis à Nyon, c'est cette espèce de double boucle, là, ce demi-trèfle. Ça, c'est la jonction de Nyon à l'heure actuelle, et ça, c'est la jonction de Nyon si le projet aboutit. Alors l'image est presque encore trop belle, parce qu'à l'intérieur des cercles, ce sera évidemment pas aussi vert, puisqu'ils auront détruit à peu près tout. Et puis il y a ici une ferme, où il y a un agriculteur qui verra donc la moitié de son champ détruit par cette boucle autoroutière, et puis des nuisances qui seront probablement invivables. Alors je l'ai dit, c'est 5,3 milliards pour ce paquet de 6 projets, mais ça ne comprend pas, d'une part, l'entretien de ces routes, l'entretien des routes existantes qui coûtent déjà très cher, et puis bien sûr que plus on rajoute de routes, plus les coûts d'entretien vont grimper. Dans ce paquet, en même temps qu'ils ont voté les 5 milliards pour les nouveaux projets, ils ont aussi voté 8 milliards pour l'entretien. Donc c'est des sommes faramineuses qui sont investies dans l'entretien des routes. Et puis, c'est pas tout, puisque l'Office fédéral des routes, la Confédération, a prévu donc 35 milliards pour des nouveaux projets d'extension. Ça, c'est tout ce qui est dans le pipeline de la Confédération, les projets qui vont suivre. Et je vais vous en citer un exemple, c'est la suite pour ce qui concerne le canton de Genève. Nous, on vote donc en novembre sur la partie en orange, Nyon-le-Vengeron. Et il y a une partie en vert qui est Vengeron-Mérin, qui est plus avancée. Les travaux devraient commencer dans 2 ou 3 ans. Le crédit est déjà voté. Et il y a la partie en rouge, qui est l'élargissement de l'autoroute de contournement de Genève, qui elle passerait non pas à 6 voies, mais à 7 voies. Il y aurait 2 tubes de tunnels qui seraient construits, des ponts, des terres agricoles détruites, 2 forêts en grande partie détruites, des accès au Rhône pour la commune de Vernier qui seraient complètement détruits. Donc c'est un projet extrêmement destructeur du point de vue de la nature, du point de vue de la biodiversité, dans un canton déjà très, très urbain, avec l'excuse qu'on pourra reporter le trafic sur l'autoroute plutôt que de le faire traverser le centre-ville. Ce qui en réalité est complètement faux, puisque 70% des voitures sur l'autoroute de contournement actuellement à Genève ne sont pas des véhicules qui transitent depuis, la frontière jusqu'au Vengeron, jusqu'au canton de Vaud, mais l'essentiel sont des trajets urbains en fait. C'est des gens qui utilisent l'autoroute pour faire des trajets d'une commune à l'autre à l'intérieur du canton de Genève. Et c'est des trajets qui devraient se faire en transport public ou avec les mobilités actives, si on avait des infrastructures et des transports publics plus prioritaires, mais ce n'est pas encore le cas malheureusement à Genève. La raison principale pour laquelle, notre sens, il faut combattre ces projets, c'est qu'ils sont complètement inutiles. Inutiles parce que, on le sait, toute extension autoroutière et routière dans le monde développé et dans les pays économiquement dynamiques, ça crée ce qu'on appelle du trafic induit. C'est que chaque autoroute que vous inaugurez ou extension que vous faites, une nouvelle voie, c'est un effet d'offre et demande qui est bien connu en économie et qui s'applique ici aussi, c'est qu'on rend quelque chose plus attractif. Il y a les gens s'y engouffrent, ils les utilisent. C'est valable aussi pour les aménagements cyclables ou pour le train. Le Léman Express qui a été fait autour de Genève aussi, il y a eu un succès phénoménal. On ne pensait pas que les frontaliers français prendraient autant le train. Et on a 80 000 passagers par jour dans le Léman Express. Et c'est des gens qui prenaient pour la plupart pas le train avant. Donc avec une autoroute, c'est la même chose. Vous faites une nouvelle voie, vous allez attirer du trafic, vous allez avoir des nouvelles voitures. Et c'est particulièrement plus fort en agglomération et particulièrement plus fort si la route était déjà bien bouchée avant. Or, c'est le cas de tous les projets sur lesquels on vote, sont tous en milieu urbain ou quasi-urbain, et sont tous des endroits qui ont été fortement congestionnés.
Donc on peut faire le pari assez simple que les routes seront en fait bouchées en moins de temps qu'il a fallu pour réaliser le chantier. C'est un phénomène tellement connu qu'on l'observe dans le monde partout et que les experts en mobilité l'appellent même la loi fondamentale de la congestion routière. On a des exemples en France, on a des exemples en Australie, aux États-Unis bien sûr, partout, ou même des chercheurs, enfin même le centre du transport en Californie a mis au point sur Internet un calculateur de trafic induit. En gros, il dit, vous voulez rajouter une voie ou deux voies à cette autoroute-là, dans ce comté-là, eh ben, vous allez avoir X% de trafic en plus en quelques années. Donc on peut même prévoir ça de manière extrêmement simple. La mobilité, c'est pas simplement un liquide qui s'écoule comme la mécanique des fluides. La mobilité, c'est vraiment un phénomène social et les gens adaptent leur comportement en fonction des infrastructures, en fonction de l'offre. Et du territoire, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, même l'Office fédéral des routes le dit, l'A1 élargi à 2 fois 3 voies sera saturé en 10 ans. Ça, c'est les chiffres qui sont dans le rapport technique de l'Office fédéral des routes. Et on voit la situation aujourd'hui, on arrive à une espèce de saturation avec maximum 90 000 véhicules jour, et puis une explosion du trafic dès que ce sera agrandi à 2 fois 3 voies, et une saturation après 10 ans. Ça a été observé aussi au tunnel du Barreg vers Zurich, où après son élargissement en 2003, on voit que tout à coup la courbe, elle décolle, et le trafic, il explose à partir de ce moment-là. Et donc, on a une explosion du trafic, enfin, une progression du trafic beaucoup plus importante que la démographie dans la région. Ça, c'est la démonstration que, même en Suisse, ce n'est pas un phénomène qui se passe ailleurs et qui ne se passerait pas en Suisse, comme tentent de le faire croire les défenseurs des autoroutes. Vous entendrez ça sans doute dans les prochaines semaines beaucoup, que c'est des choses qui se passent aux États-Unis et ailleurs, mais en Suisse, c'est différent. Ben non, en réalité, ça se passe aussi chez nous, à chaque fois qu'on élargit les infrastructures. Et ça encore, c'est des chiffres de l'Office fédéral des routes qui sont intéressants de connaître. Donc, augmentation du trafic aussi dans les villes et villages. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on élargit souvent, c'est de dire on va canaliser le trafic qui passe dans les communes et on va le faire passer plutôt sur l'autoroute. Mais en vérité, avec l'appel d'air, le trafic induit que j'évoquais, et le fait que, une chose que tout le monde peut reconnaître, c'est qu'aucune voiture ne commence ou ne termine son trajet sur l'autoroute. Enfin, il y a les 40 employés du Restoroute de la Côte qui, eux, s'arrêtent sur l'autoroute, mais tous les autres, ils ne dorment pas sur les aires de repos, ils n'organisent pas leurs loisirs sur la bande d'arrêt d'urgence. Toutes les personnes qui sont sur l'autoroute, à un moment donné, elles vont en ville, elles vont dans un village où elles en viennent. Et donc, la jonction de Coppet aura 8800 véhicules jour en plus, la jonction de Nyons, 7000 véhicules jour en plus. Et ça, c'est des voitures en plus sur les routes cantonales, sur les routes communales, qui vont s'engorger et qui vont créer des nuisances pour les habitants. Pour ce qui est de Genève, il y a une partie de ces 44 000 qui continuent sur l'autoroute de contournement, mais il y en a une grosse part, probablement plus d'un tiers, qui va rentrer dans la ville de Genève et dans les communes. Voilà. On a aussi un effet d'entonnoir qui va être aggravé. Ça, c'est un petit graphique simple qui permet de l'illustrer. C'est des projets qui sont complètement dépassés aussi parce que nos objectifs du point de vue du climat, ça, c'est pas un graphique révolutionnaire ou ce que nous souhaiterions, c'est ce que la loi climat votée en 2023 par la population suisse demande. Loi climat largement soutenue de gauche à droite et qui demande qu'on réduise les émissions jusqu'à 100% en 2050 et avec une étape en 2040 de moins 57%. Les émissions du secteur des transports. Je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est totalement incompatible d'élargir les autoroutes. Alors certes, il y a une électrification du parc automobile qui permet de réduire en partie les émissions de CO2 ici localement du trafic. Pas globalement, si on prend le cycle de vie des voitures, on délocalise une partie de la pollution quand même là où on les produit, puisque les batteries sont très énergivores à produire. Mais disons, la technologie d'électrification peut permettre de faire une partie du chemin, mais certainement pas tout le chemin. Une large partie doit venir de changements de comportement, et en créant des infrastructures routières nouvelles, on va plutôt aller vers une augmentation des émissions de CO2, et ça même le Conseil fédéral le reconnaît. Voilà, c'est contraire à tous les plans climat locaux. Il y a des objectifs dans la plupart des villes, des cantons concernés par ces projets, de réduire massivement les émissions de CO2 ou de réduire directement le trafic motorisé en kilomètres parcourus. Et inutile de dire que si on élargit les autoroutes, ils vont être complètement mis à mal ces objectifs. Il y a un autre élément qui est important de comprendre, c'est qu'on a besoin, entre Genève et Lausanne, d'une redondance ferroviaire, d'une nouvelle voie ferroviaire. En tout cas, de trouver des solutions pour améliorer la situation du rail qui est vraiment saturé. C'est vraiment le tronçon le plus saturé de Suisse au niveau du rail. Et on a un espace limité sur la côte et on a assez peu d'endroits pour faire cette nouvelle voie CFF, si on veut la faire, à part en longeant l'autoroute sur plusieurs tronçons. Et donc, si on élargit l'autoroute, ça va rendre soit quasiment impossible, soit extrêmement coûteux
de faire une nouvelle voie ferroviaire. Donc il y a un vrai conflit entre les deux, et quand les défenseurs de l'autoroute vous disent mais il ne faut pas opposer les modes de transport, eh bien là, en l'occurrence, c'est géographiquement, c'est physiquement qui s'opposent sur le territoire. Ça, c'est un graphique sur l'écart qui se creuse enfin, dans l'évolution des tarifs des transports publics par rapport au coût de la voiture, mais je pense que Steven y reviendra après. Un élément qu'il faut aussi rappeler à toutes les personnes à qui vous allez probablement parler de ça dans ces prochains mois, c'est qu'on construit ces infrastructures pour 2040, pour 2050, et la génération de gens qui sont les plus accrochés à la voiture, qui ont aujourd'hui 50, 60, 70 ans, ils ne conduiront pas sur ces autoroutes, ou très peu, parce qu'ils seront trop âgés, ou peut-être qu'ils seront même morts. Et la génération qui en aura besoin, c'est les gens qui... Désolé, mais c'est pas contre vous, mais c'est une vérité, ou alors disons, à la retraite, et donc avec des horaires plus souples, on peut circuler hors des heures de pointe. Donc c'est pas des infrastructures qui vont servir à des générations qui sont aujourd'hui fortement dépendantes de l'automobile, ou fortement ancrées dans la dépendance automobile, mais ça va servir aux générations qui sont plutôt en train de s'en défaire, et qui cherchent plutôt d'autres solutions et d'autres modes de transport, qui ne cherchent pas à tout prix à utiliser une voiture tous les jours pour aller travailler. Et il faut saisir cette opportunité de changement de génération. Et là, en décidant ces infrastructures pour 2040, 2050, on se bétonne dans une dépendance automobile dont on devrait à tout prix plutôt sortir. Alors, pour aller plus loin sur ce sujet, nous, on a réalisé une vidéo avec des experts, notamment issus de l'EPFL, qui expliquent pourquoi, en tant que spécialiste de la mobilité, l'élargissement des autoroutes pose un grand nombre de problèmes. Ils répondent un peu aux idées reçues sur ces questions. Et puis, je vous encourage à aller visiter nos sites internet. On a beaucoup de documentation là au stand, des flyers, un argumentaire un peu fouillé. Et puis, on organise des événements de campagne, une course relais ce dimanche entre Nyon et Genève. Vous pouvez encore vous inscrire. Et puis, des manifestations, surtout le 5 octobre, une à Genève, une à Lausanne, à 13h30. À Lausanne, ce sera au départ de la place de la Gare, et on rejoindra la place des Pionnières, si je me trompe pas. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Thibaut pour cette présentation. On va continuer avec Alia Bengana qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Alia, tu es architecte et enseignante à l'EPFL et à Fribourg. Et tu as notamment réalisé une BD, tu as réalisé une enquête sur le béton, et tu nous en diras plus. Et on voulait rappeler le lien très important à faire entre la population, les militantes et militants, les expertes et experts comme Alia, et puis comme plus tard Nello Magalhaes qu'on va entendre, les relais politiques comme le représente Mathilde, et également les milieux professionnels sur la question du béton, par exemple les milieux professionnels du bâti. Donc voilà, Alia, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Alors, moi, je vais vous parler plutôt de béton. Les routes sont faites de béton, et je vais essayer de résumer en un quart d'heure, 20 minutes, les gros problèmes de notre dépendance à cette matière. Donc en fait, je suis architecte. J'étais pas forcément, j'étais plutôt une personne qui utilisait cette matière dans son quotidien sans tellement la questionner. Et il y a une dizaine d'années, avec une histoire personnelle, j'ai commencé vraiment à me poser la question de pourquoi on était tellement dépendants tous de cette matière qu'on ne savait pas projeter avec autre chose que celle-ci. En tout cas, moi, c'était la seule qu'on m'avait enseignée à l'école. Et donc, avec Claude Bechtold, qui est mon mari, on a réussi à trouver du temps, finalement, pendant le confinement. Et on a proposé une exploration aux jeunes médias genevois Heidi News, pour essayer de comprendre les raisons de cette addiction. On pensait écrire 6 articles, on en a écrit 27. Et on pensait travailler dessus 2 mois, ça a duré 1 année, voilà. Et en fait, lui, il n'est pas du tout, mon mari, il n'est pas du tout architecte, et il s'est intéressé à une histoire locale d'extraction, comme dit Nello, d'extraction quotidienne, comment dire,
comment tu appelles ça, voilà, d'extractivisme ordinaire sous nos yeux, en bas de chez nous, dans des champs d'agriculteurs qui étaient nos amis, qui ont été alpagués en plein Covid par une entreprise locale pour leur proposer de leur donner une concession de leur sous-sol dans 15 ans pour pouvoir continuer à exploiter du gravier pour servir aux futurs projets de l'arc lémanique. Bref, et donc c'était des articles de vulgarisation qui sont devenus un petit livre, et donc là vraiment on s'attendait pas du tout à faire une bande dessinée. On a eu cette proposition d'une maison d'édition française et on a travaillé 3 ans à un projet un peu plus large comme ça, comment faire en sorte que cette question du béton arrive au grand public, parce que une des choses qu'on avait vraiment compris pendant cette année et demie de recherche, d'enquête, de rencontres d'acteurs, d'experts, etc., c'est que c'était encore un des gros problèmes de nos sociétés qui était encore sous le radar. Et donc, comme en fait en France, en Belgique, en Suisse romande, il y a quand même une véritable appétence pour la bande dessinée. Il y a de plus en plus de romans graphiques qui parlent de sujets avec des informations extrêmement sourcées, etc., pour amener ces questions-là à un plus large public. Voilà. Donc elle est sortie il y a quelques mois, et donc ça se passe donc en fait ça raconte notre enquête. Comment on s'est retrouvé un peu comme ça pendant une année à essayer de comprendre tous ces grands enjeux et à essayer de les résumer dans cette histoire grâce au dessin d'un autre architecte qui est Antoine Maréchal. Mais avant nous, moi, ce qui m'avait vraiment beaucoup inspiré, c'était en 2019 une série d'articles de la revue anglaise The Guardian qui avait consacré une semaine entière à la question du béton avec ce titre un peu choc qui est le matériau le plus destructeur au monde. Le Tracé avait déjà également consacré un de ses numéros au béton. Il y a également ce philosophe qui a écrit cet essai que vous pouvez trouver là-bas, Armes de construction massive du capitalisme. Et tout ça, ça coïncide avec un moment où il y a encore des trophées béton dans les écoles d'architecture, des Holcim Awards, des expositions sur tous les meilleurs projets en béton de l'année. Donc on est dans un moment un peu schizophrénique et même des publicités placardées dans toute la Suisse. Ça, c'était en 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en bilingue, en français, en allemand, un peu partout, et c'était au même moment que la ZAD. Donc il y avait la ZAD, et puis il y avait partout, le béton est écologique, moi j'adore, par exemple, pavé filtrant. Alors, tu la connaissais celle-là ? C'était partout en Suisse. Voilà, alors quels sont les gros problèmes du béton ? Donc il y en a 4 majeurs que je vais essayer de vous résumer un peu rapidement. Alors, c'est une matière qui, le ciment, qui constitue 10 à 15% du béton, émet beaucoup de CO2. Donc ça, c'est le problème numéro 1. Pour faire du béton, on a besoin d'énormément de granulats. Et donc, on est face à un extractivisme un peu partout sur Terre, d'abord dans les rivières, puis maintenant beaucoup en mer, et avec beaucoup de conséquences. Ensuite, on a un problème d'obsolescence. L'association béton-armature demande beaucoup d'entretien, et lorsque les infrastructures sont exposées aux intempéries, si elles ne sont pas bien entretenues, eh bien, elles peuvent montrer au bout de 50 années des gros signes de faiblesse, parfois même avant, si c'est des infrastructures en bord de mer. Et tout ça, ça produit énormément de déchets. En fait, une des choses dont on s'est rendu compte assez tardivement quand on faisait cette recherche, c'est quand on regarde un peu les matériaux de l'humanité, toutes les matières qu'on a transformées, extraites. Le béton, c'est peut-être la première qui réellement, en fin de vie, se transforme en déchets. Si vous réfléchissez un peu aux autres, par exemple, si vous pensez, je sais pas moi, à la pierre, au bois, il y a quand même une grande capacité de ces matières à être réutilisées.
ou alors à la fin peut-être même être brûlé. Alors certes, ça va réémettre du CO2, mais il va y avoir vraiment, on va pouvoir se chauffer avec, etc. Voilà. Donc c'est une matière, certes, vraiment magique, parce que c'est celle qui a vraiment permis de fabriquer le monde dans lequel on est aujourd'hui, de dessiner sans penser à la manière dont on va concevoir, car il suffit de couler cette matière dans un coffrage et on fait un petit peu ce qu'on veut avec. Et c'est pour ça qu'on l'a aussi trop aimé. Donc alors, on revient sur le CO2. Donc le CO2, si on regarde à l'échelle mondiale, dans tous les secteurs confondus, là vous voyez, les bâtiments, 24%, c'est l'entretien, le chauffage, surtout des bâtiments, et un peu le refroidissement. Les 10%, c'est la construction, donc pour les émissions de CO2 mondiales. Et quand on regarde dans la construction, 5 à 8%, c'est uniquement les émissions de CO2 pour la fabrication du ciment. Donc c'est vraiment énorme, surtout si par exemple si on veut comparer, je ne sais pas moi, au trafic aérien, on compare souvent au trafic aérien, en Suisse c'est 9% des émissions de CO2 à l'échelle suisse, uniquement la fabrication du ciment, sur 5 cimenteries. Là, vous voyez, si par exemple vous regardez les plus grosses entreprises, enfin les plus gros pollueurs industriels suisses, il y en a quand même 3 dans le top 4. C'est Holcim, Jura Ciment et Vigier Ciment. Voilà, donc il y a 2,5 millions de tonnes de CO2 qui sont émises par les cimenteries suisses chaque année. Avec des émissions qui baissent pas beaucoup. Donc on n'est pas dans un moment on n'a pas vraiment amorcé une réelle baisse des émissions de CO2 sur ces grandes industries. Là, vous voyez, si on compare Holcim, Jura et Vigier, on est plutôt, voilà, ça descend doucement, mais on n'est pas du tout en train d'amorcer une grosse baisse. Et alors ensuite, il y a une chose qui est assez intéressante à comprendre, c'est que si on regarde la production de béton prêt à l'emploi en Suisse, donc tout confondu pour la construction, mais aussi pour les routes, les Suisses consomment le triple par habitant en mètre cube de la moyenne européenne. Donc c'est 1,4 mètre cube de béton par an et par habitant en Suisse. Et donc c'est vraiment beaucoup, c'est presque le double de la France, qui est le voisin. Les quantités aussi donc, de ciment produites chaque année baissent très légèrement. C'est à peu près 4,7 millions de tonnes de ciment produites annuellement, et donc des bénéfices en hausse pour Holcim. Alors, bon, cette année, pour Holcim, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'ils ont vendu un très gros marché qui est l'Inde. Et donc, une bonne partie des bénéfices sont également dus à ça, même si la production de ciment a légèrement baissé. Donc, pour revenir au béton lui-même, je vous avais dit un petit peu tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Le béton, c'est avant tout une matière qui est le ciment. Et le ciment, c'est fabriqué à partir de calcaire et d'argile qui sont chauffés à 1450 degrés pendant 18 heures dans des fours rotatifs. Et là, il y a une équation chimique. Et il y a une émission de CO2 par équation chimique. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de dire qu'on va décarboner l'industrie du ciment, parce qu'il y a une équation chimique, on ne peut pas faire autre chose que émettre du ciment émettre du CO2 quand on chauffe du calcaire et de l'argile. Donc par exemple, quand on regarde une cimenterie, 50% c'est dû à cette équation qu'on appelle la décarbonatation du calcaire, et 40% c'est les combustibles brûlés. Ensuite, au bout du compte, on a quelque chose qui s'appelle le clinker. Ce clinker, on le mélange à d'autres matières, donc du calcaire pas cuit, du gypse, voilà. Et ensuite, on a le ciment proprement dit. Et ensuite, pour faire du béton, on doit ajouter 75 à 80% de granulats. Et puis après, on a une prise hydraulique et on a une matière alliée à l'acier avec laquelle on fait à peu près ce qu'on veut. Alors, en soi, si on compare les émissions du ciment, par exemple, par rapport à l'aluminium, par rapport au verre, par rapport à l'acier, eh ben, les émissions de CO2 de la production du ciment sont pas aussi importantes que celles de plein d'autres matières.
Là, on est plutôt face à un problème de quantité. Là, vous voyez, c'est la courbe de production de ciment depuis 1920. Donc, elle ressemble à peu près à celle du CO2 que vous avez sûrement vu. Et donc, on a tellement aimé cette matière qu'en tout cas, juste pour les bâtiments, là, ce chiffre, là, c'est pour la France, mais c'est le même pour la Suisse. 80% des bâtiments sont réalisés en béton. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres matières. Et si on regarde à l'échelle mondiale, vous voyez, il y a vraiment un déséquilibre complètement fou entre toutes les matières à base de ciment et le reste. Le bois, l'acier, les briques, etc. Alors, ensuite, comme je vous disais, on a un problème de ressources. Donc, le béton, c'est beaucoup de granulats. Le granulat, c'est quoi? C'est du sable avec c'est des cailloux de tailles différentes. On appelle sable les plus petits et on appelle granulats ceux qui sont un peu plus gros. Et donc, ce sable, on en a besoin de beaucoup. Donc, je pense que Nello reviendra ensuite dessus pour les routes. Mais juste pour vous donner une idée, en tout cas, ça, c'est un chiffre français, mais je pense que pour la Suisse, c'est à peu près la même chose. 30 000 tonnes pour 1 kilomètre de route de granulats. 3 000 pour un hôpital et puis 12 millions de tonnes pour une centrale nucléaire. C'est assez récent aussi, le sable et le granulat, c'est aussi une des matières qui est passée sous le radar, qu'on n'a pas tellement considéré. Et depuis une dizaine d'années, à l'UNEP, au GRID à Genève, il y a tout un groupe de scientifiques dirigé par Pascal Peduzzi, qui est scientifique de l'environnement, et qui travaille à faire en sorte qu'en tout cas, cette question apparaisse à l'ONU. Ils ont essayé de créer un observatoire du sable pour faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait une prise de conscience sur toutes les questions, enfin toutes les conséquences de cette extraction effrénée à l'échelle mondiale. Le sable et le granulat, c'est la matière la plus extraite au monde après l'eau. Il n'y a rien d'autre qui est autant extrait que le sable. Et donc, dans les rivières, énormément de conséquences. Perte de biodiversité, berges qui s'écroulent, diminution. Alors, il y a aussi le sable qui est extrait en mer. Diminution des aquifères, disparition d'îlots entiers, diminution de la biodiversité, asphyxie de la faune et la flore, augmentation de la turbidité de l'eau. Enfin, quand on se met à lister tous les problèmes environnementaux liés à l'extraction du sable, autant en rivière qu'en mer, on en a complètement le tournis. Et donc, finalement, l'équipe de Pascal Peduzzi a réussi en 2019, puis en 2022, finalement, à faire inscrire 2 points à la conférence internationale qui a eu, c'était au Kenya, en 2019, et puis à produire un autre fascicule qu'ils ont appelé Sand and Sustainability, mais cet observatoire du sable n'arrive pas à voir le jour, car plusieurs pays ont complètement donné leur veto. Donc les 2 pays qui ont donné leur veto récemment, c'est l'Inde, on peut imaginer pourquoi, parce qu'ils n'ont absolument pas envie qu'on vienne les embêter en tout cas sur le contrôle de l'extraction du sable. Et le second, c'est l'Arabie Saoudite, qui a des projets complètement pharaoniques, comme The Line, dont vous avez peut-être entendu parler, une espèce de ville futuriste sur des kilomètres, en sachant que le sable du désert, comme vous le savez probablement, on ne peut pas du tout l'utiliser pour le béton. Ce n'est pas possible. Donc, par exemple, des pays comme Dubaï se construisent grâce au sable de l'Australie qui arrive en bateau, ou alors Singapour avec le sable du Cambodge. Voilà. Donc, enfin, le troisième problème qui n'est pas des moindres, c'est celui de l'obsolescence programmée. Donc, un bloc de parpaing tout seul, mis à l'extérieur, il va durer des siècles. Le problème, c'est l'association du béton avec l'acier lorsqu'il est exposé aux intempéries. Et ça demande beaucoup d'entretien, car le béton absorbe le CO2 de l'air, qui va ensuite arriver au fer. Les fers se transforment un peu en anode et en cathode, ça crée des micro-fissures, et ça demande de l'entretien. Un entretien qui est rarement pris en compte au départ. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé quand tu as dit que l'OFRU, en fait, ont prévu qu'il allait falloir de l'argent pour l'entretien. Ça, c'est très récent. C'est extrêmement, en tout cas dans l'histoire
C'est extrêmement récent. Et il n'y a pas qu'en Italie qu'il y a des ponts qui s'effondrent. On n'en entend pas souvent parler, mais aux États-Unis, chaque année, c'est monnaie courante parce que aussi l'entretien est peut-être pas, enfin en tout cas il semblerait-il sous l'administration Trump il y a eu très peu d'argent qui a été investi et puis ensuite un des grands défis de l'administration Biden c'était vraiment de faire en sorte qu'il y ait à nouveau beaucoup plus d'argent et d'ailleurs Holcim a eu un des gros contrats aux États-Unis pour l'entretien des routes américaines. Vous avez sûrement dû passer sur le viaduc de Chillon, vous demandez un peu ce qui se passait. Il n'avait même pas 40 ans, ce pont. Et puis, c'était un pont qui souffrait déjà d'une maladie qu'on n'avait pas du tout anticipée non plus. Une maladie qui a été découverte vers la fin des années 70, début des années 80, qui s'appelle la réaction entre les alcalins du ciment et les granulats. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié aux granulats, à des granulats locaux. Et donc, ça crée aussi des microfissures de l'intérieur. Donc, c'est un autre type de maladie. Et ça, c'est tous les ponts, tous les ouvrages en Suisse qui souffrent de cette maladie-là, de la RAG, ça s'appelle la réaction alcali-granulat. Il y en a à peu près 400 sur le territoire, et donc 400 ouvrages qui demandent, en tout cas, d'être contrôlés. Mais bon, en tout cas, en Suisse, c'est un des pays, en tout cas, du peu de choses que je sais encore sur les routes, parce que je ne me suis pas du tout penchée dessus. C'est pas mon domaine, c'est le domaine de Nello. L'OFRU, semblerait-il, est une des organisations nationales qui, comparée même à d'autres pays, qui a le contrôle le plus minutieux sur toutes les routes, viaducs, etc. de l'ensemble du pays. Enfin, les déchets. Par exemple, si vous regardez à l'échelle suisse, la construction produit 82% de la masse des déchets en Suisse. Et dans ces 82%, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 20%, c'est des déchets de démolition qui proviennent de démolition, de déconstruction. Et 62%, c'est des terres d'excavation. Parce qu'une terre, quand on construit, quand on fait des tunnels, quand on fait des bâtiments, quand on fait des sous-sols, on commence par extraire de la terre. Et cette terre, elle est considérée tout de suite comme un déchet. Et les réserves, les lieux en tout cas où on peut aller stocker ces terres-là, arrivent à saturation. Dans le canton de Genève, on exporte beaucoup de terre vers la France, vers des zones vers des lieux de stockage qui sont beaucoup moins chers. Et donc, il y a un peu un antagonisme entre vouloir continuer à beaucoup extraire et ne pas savoir où on peut mettre potentiellement ces terres. Pour ce qui est des déchets de démolition, donc les déchets inertes non pollués, aujourd'hui, le lieu principal, la destination principale de ces déchets-là, c'est les sous-couches de route. Donc, c'est une sorte de downcycling, de downgrade d'une matière vers des sous-couches de route, ce qui permet d'épargner un peu de ce qu'on appelle un peu les granulats nobles. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler de béton recyclé. Le béton recyclé, c'est un béton fait à base de ciment, donc cette matière qui émet beaucoup de CO2, et d'une partie de granulats qui proviennent des constructions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un béton bas carbone. Un béton recyclé n'est pas un béton bas carbone parce que c'est un béton qui, de toute façon, va demander du ciment. Donc aujourd'hui, il y a un peu une espèce d'amalgame là-dedans. Mais alors, est-ce qu'on peut réellement... on terminera là-dessus. Est-ce qu'on peut réellement améliorer l'impact environnemental du béton ? Donc, c'est un peu la quadrature du cercle, comme je vous disais, parce que, en fait, il faut agir d'abord sur le CO2. Et agir sur le CO2, aujourd'hui, les solutions qu'on a, c'est des solutions un peu complexes. Bon, alors déjà, il faudrait mettre moins de ciment dans le mélange du béton. Donc ça, il commence à y avoir des solutions. On peut baisser de à peu près 30 à 40% les émissions de CO2 d'un béton avec un ciment qui a moins de ce fameux clinker, cette matière qui est très émettrice. Mais les autres solutions, en tout cas, qui aujourd'hui sont mises en avant par les cimentiers, c'est des solutions, par exemple, qui n'ont pas encore fait leurs preuves et qui, en tout cas, vont être extrêmement coûteuses, comme ce qu'on appelle le carbon storage, c'est-à-dire trouver des aquifères dans les sous-sols. Il faut bien définir, à l'UNIL, ils travaillent là-dessus, et aller capter le CO2 en haut des cheminées des cimenteries et ensuite injecter dans les sols le CO2 liquéfié
Ou alors, d'autres solutions, c'est toujours le liquéfier, le mettre dans des camions qui vont aller vers des bateaux, qui vont monter vers le nord de l'Europe et qui vont les réinjecter dans des puits de pétrole. Donc là, on est vraiment dans un technosolutionnisme bien complexe pour continuer ce qu'on appelle le business as usual. Alors après, on pourrait mettre aussi moins de béton dans les bâtiments, moins de ciment aussi, parce qu'aujourd'hui, la grande tendance, c'est de mettre beaucoup de ciment parce qu'on surdimensionne. Voilà, tout le monde se protège, les bretelles, la ceinture. Donc ça voudrait dire aussi un travail au niveau des ingénieurs, des dimensionnements. Et puis ensuite, il y a moins de béton dans les bâtiments. Donc là, je parle vraiment que pour les bâtiments. On n'est pas du tout encore aux routes. C'est encore une autre histoire. Donc ça, c'est plutôt les architectes, comment on conçoit avec moins de béton. Et donc, je voulais juste vous parler de ce quand même, parce que, alors c'est vrai qu'on a toujours tendance en tout cas moi, j'ai toujours tendance un peu à montrer un peu tous les problèmes des bétons bas carbone, mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à l'EPFL, il y a une formule qui a été mise au point déjà depuis une dizaine d'années, qui s'appelle le LC3, qui est un ciment qui utilise des argiles, et ces argiles, en fait, ça permet, qui sont à peine chauffées, elles permettent en tout cas d'avoir un mélange qui est moins émetteur en CO2. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, ces argiles, en tout cas en Suisse, c'est un type d'argile qui s'appelle des kaolinites, on ne les trouve pas en Suisse. Donc par exemple, Holcim n'est pas du tout en train de commencer à produire ces ciments bas carbone sur le territoire suisse. Il y a Juraciment qui, semblerait-il, est en train de commencer à en commercialiser un. Mais en tout cas, en Suisse, quand on discute en tout cas avec les grands cimentiers, ils vous parlent plutôt d'économie circulaire, de cimenteries très bien gérées, de cimenteries qui sont un peu les meilleures cimenteries qu'on trouve au niveau environnemental quand on les compare, je sais pas, aux africaines, aux françaises ou j'en sais rien. Mais il n'y a pas tellement un focus, et en tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas énormément d'argent qui est investi dans l'innovation aujourd'hui en Suisse sur ce domaine-là des bétons et des ciments bas carbone. Voilà. Donc, je terminerai peut-être sur cette pyramide. En tout cas, pour ce qui est de la construction, il y a surtout une histoire de réfléchir à nos besoins. Donc, de quoi a-t-on réellement besoin ? On démolit encore énormément en Suisse. Donc, il y a toutes sortes d'initiatives contre les démolitions, pour utiliser déjà ce qu'on a. Et en tout cas, pour ce qui est de construire, comment on pourrait arrêter d'utiliser cette matière par défaut ? Et en tout cas, pour la construction, c'est possible. Il y a toutes sortes de matériaux qui sont encore très peu valorisés. Aujourd'hui, on parle beaucoup du bois, mais en tout cas, il y a en tout cas une véritable marge d'amélioration. Il ne s'agit pas de dire zéro béton, parce que c'est absolument illusoire, mais plutôt de réfléchir à comment repenser notre mix matériel. Vous voyez, un peu comme à l'image de cette pyramide, voilà, aujourd'hui on consomme trop de chocolat, d'huile et de viande, etc. Et comment on pourrait un peu repenser notre alimentation, en tout cas pour ce qui est du domaine de la construction. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Alia. Pour cette présentation. On va passer à toi, Nello. Je te présente rapidement. Nello Magalhaes, chercheur en histoire environnementale et auteur de ce livre Accumuler du béton, tracer des routes, qui sera aussi disponible à la fin pour vous. Et donc, voilà, à toi. Ok, super. Eh bien, d'abord, merci à toutes et à tous d'être venus. Merci aux organisateurs, organisatrices et à Angela d'animer la soirée à la dernière minute. Bravo. Tous ceux qui ont contribué avec leurs petites mains à installer ces tables, ces chaises, ces micros, cet écran, réserver la salle, etc., etc. C'est toujours quand même un boulot et il faut le souligner et vous remercier tous. C'est grâce à vous que ce type d'événement est possible. Alors, je vais un peu présenter mon bouquin, mais je vais essayer de répondre à vos attentes supposées, en tout cas, et de coller au thème de la soirée et à vos luttes locales. Donc, pour dire quelques mots du bouquin et de l'intention générale, et puis ensuite de rattacher ça à ce débat, en fait, c'est un bouquin qui vient d'un travail académique, d'une thèse de doctorat.
Et pour donner l'idée générale, il y a longtemps, donc j'ai commencé en 2016-2017, je m'intéressais avec des collègues à la matérialité du monde social, mais surtout à la matérialité du capitalisme. Et donc, on a commencé à enquêter sur c'est quoi toute la matière qui fait l'économie, nos économies capitalistes. Et donc, je vais sauter plein d'étapes du bouquin, vous inquiétez pas. Et assez vite, on se rend compte que, en effet, Alia l'a déjà mentionné, les plus importantes matières du capitalisme en France, en Suisse et dans le monde en général, ce sont des matières très très ordinaires. C'est le sable, du gravier. Donc après l'eau, évidemment, l'eau c'est toujours le top du top. Mais après l'eau, c'est le sable, le gravier. Les terres de terrassement, sans doute. Alors elles sont jamais vraiment quantifiées parce que c'est pas des marchandises, mais elles sont sans doute sur le podium, et probablement des choses comme des sédiments de dragage. Et grande surprise, en tout cas pour nous, notre équipe à l'époque, puisqu'en fait on s'attendait plutôt à avoir des matières qui servent à l'énergie, du charbon, du pétrole, des métaux précieux, des choses comme ça. Et en fait, on est tombé sur ces matières assez ordinaires. Donc voilà, ça c'était un peu le point de départ de ma réflexion. Et assez vite, moi, c'était évident que j'allais, dans mon cadre théorique, je pourrais en parler plus longuement plus tard, mais je vais l'expliciter, le déplier au fur et à mesure, parce que c'est important de voir comment on a travaillé, parce que c'est comme ça que vous comprenez mes arguments, et en comprenant le raisonnement et la méthode, en fait, vous comprenez comment on arrive à ce type d'arguments et de thèses qui sont défendus dans ce type d'ouvrage. Et donc, moi, mon parti pris, c'était de penser les rapports sociaux de ces matières. C'est quoi les pratiques sociales de ces matières? C'est quoi, donc, à quels usages sociaux répondent ces matières? À quels intérêts économiques répondent ces matières? À quelles structures sociales répondent ces matières? Dans quoi elles s'insèrent? C'était ça vraiment mon parti pris. C'était pas simplement de dire il y a de la matière, ça monte, ça descend, il y en a plus, il y en a moins, etc. Donc c'était le point de départ et disons ma question permanente, c'était en effet d'aller suivre un peu ces flux de matière, mais de les rattacher à des rapports sociaux. Et notamment aux rapports sociaux du capitalisme. Bon, ça c'était pour un peu l'angle d'attaque, je vais le déplier au fur et à mesure. Assez vite, je me suis rendu compte que pour le sable et le gravier en France, ça sert d'abord et avant tout les grandes infrastructures. Ça va aux travaux publics, beaucoup plus qu'aux bâtiments. Aujourd'hui, ça va à 80% aux travaux publics. Donc le bâtiment est vraiment, vraiment secondaire dans cette histoire, en France. Alors il faudrait regarder les chiffres en Suisse, ça doit être, c'est la même chose. Donc ça, c'est une donnée qui, moi, m'étonnait. Je ne savais pas du tout que c'était à ce point le secteur des travaux publics qui consommait ces matières. Alors, sur le temps long, les époques changent. Donc moi, j'ai travaillé en gros sur 2 siècles. Et dans le livre, je me suis restreint à l'après 1945, où vraiment, disons, la consommation de béton et la production de grandes infrastructures augmentent de façon exponentielle. Mais on avait ce constat est vrai sur longue durée, avec en effet des petites variations. Par exemple, dans les années 60, en France, on construit 500 000 logements par an, et donc il y a quand même beaucoup de béton et évidemment de sable et de gravier qui va au bâtiment. Ce n'est pas pour dire que le bâtiment est toujours dérisoire, mais en tout cas, de nos jours, c'est vraiment secondaire, et sur le temps long aussi. Alors, je vais maintenant faire... donc voilà pourquoi je me suis intéressé aux grandes infrastructures. Et donc, vous avez déjà compris le sous-titre du livre qui s'appelle « Une histoire environnementale des grandes infrastructures ». Donc, qu'est-ce qu'une histoire environnementale des grandes infrastructures? C'est précisément interroger ces grandes infrastructures par leur matérialité. Et alors, de mon point de vue, en intégrant cette matérialité dans des rapports sociaux. Donc, c'était ça l'ambition, disons, du bouquin. Alors, je vais faire rapidement le lien béton-autoroute. Du coup, je vais moins parler de béton. J'en parle dans le livre. Je fais un peu l'histoire du ciment, d'où vient cette matière, etc., etc. Et en fait, systématiquement, ma façon de travailler, c'était, alors au niveau des données, des archives que j'avais, disons, j'avais accès, disons, à des groupes sociaux, c'est ça qui m'intéressait, c'est quels groupes sociaux gèrent cette matière, administrent ces matières, comment ils s'en saisissent, comment ils les gouvernent, etc. etc. Et donc, parmi les groupes sociaux qui m'intéressaient le plus, finalement, moi j'avais beaucoup des ingénieurs et donc une histoire des sciences et techniques de ces matières, mais qui en fait est très révélatrice justement d'usages sociaux, de choix politiques et de rapports sociaux. Donc en fait, cette entrée par la matière et par les sciences et techniques me permettait d'attraper de défendre un certain nombre de thèses beaucoup plus générales. Et je vais essayer de vous le présenter ici. Alors, passer du béton aux autoroutes, ça s'est fait, enfin aux grandes infrastructures en général, ça s'est fait
au XXe siècle, donc c'est une histoire assez récente. Hein. Donc le béton est mis au point. Alors le béton basique est mis au point vraiment en plein 19e siècle, début 19e. Le béton armé tournant du 20e. Et la technique du béton est adaptée, je le rappelle dans le livre, d'abord aux aérodromes, aux pistes d'aérodromes et aux routes et aux autoroutes, pour faire en fait une technique multicouche de route où en fait on va le béton c'est simplement une colle, donc le ciment ou une autre colle, on va le voir, mélangée à du sable, du gravier et des agrégats comme ça assez quelconques. Agrégats d'ailleurs, le mot est intéressant, c'est pour qui doivent être agrégés. Hein. Et donc cette technique-là, qui est celle du béton de ciment, est aussi valide pour d'autres liants. Par exemple, si vous prenez du bitume, si vous faites mélanger du bitume avec du sable et du gravier, ben vous avez la couche de béton bitumineux, on appelle ça, donc de béton de bitume, on pourrait dire, qui fait la couche que vous voyez sur toutes les routes à peu près en Suisse et en France. Il y a aussi des couches, il y a aussi vraiment des chaussées en béton de ciment, ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Si vous prenez du goudron, vous avez un béton de goudron. Si vous prenez, voyez, n'importe quelle colle en fait suffit. Et c'est pour ça que la technologie du béton a pu être utilisée dans les grandes infrastructures. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très fort en fait entre le béton et les grandes infrastructures. C'est pas que les routes sont strictement et rigoureusement du béton de ciment, c'est pas exactement la même chose. On va pas couler exactement. Ça existe aussi, hein, mais c'est assez minoritaire. Mais c'est l'idée générale, la technologie qui est en fait très utile, profitable, parce qu'elle est très simple à mettre en œuvre. Il suffit de mélanger une colle avec ces ingrédients qu'on trouve partout. Et donc, ça se fait dans les années... alors d'abord pour des raisons militaires en France. Il y a plein d'entrées, il y a plein de moments où cette technologie apparaît dans les grandes infrastructures, mais notamment quand il y a un grand projet de base aérienne de l'OTAN en France juste après-guerre, où il faut construire beaucoup de bases aériennes rapidement. Et en fait, ils commencent à utiliser cette technologie où on va faire 2-3 couches de béton pour faire la piste d'aérodrome. Et on va ensuite utiliser la même idée pour faire les couches des grandes infrastructures. Alors ça a plein d'intérêts. D'abord, encore une fois, ce sont des matières très ordinaires. En fait, ces matières premières du capitalisme, les matières les plus importantes du capitalisme sont très ordinaires, ce qui est un peu un contraste par rapport à l'idée que le capitalisme, c'est d'abord du profit et des matières qui peuvent donner beaucoup permettre l'accumulation, etc., etc. Alors évidemment que c'est aussi ça, hein. Mais en masse, disons, c'est vraiment des matières très ordinaires qu'on trouve partout. Et là, dans les grandes infrastructures, elles sont systématiquement mélangées donc à du ciment, à du bitume ou à des genres de ciment. Et une couche d'autoroute, une autoroute, c'est une succession de couches genre, disons de béton, voilà, jusqu'à la terre. La terre elle-même est mélangée quand elle est quand elle est un peu argileuse, un peu tourbeuse, etc. Quand elle est un peu molle, disons, on va la mélanger aussi avec de la chaux, des ciments, etc., pour bien la blinder et pour la rendre très rigide. Et en fait, on va avoir comme ça, sous une autoroute, 1 mètre ou parfois plus de sous-couches comme ça qui vont faire l'autoroute. Et voilà pourquoi, notamment, les grandes infrastructures consomment beaucoup plus que les bâtiments. C'est qu'en fait, c'est super épais, ça consomme énormément de matière, on l'a dit, donc c'est 30 tonnes par mètre, une autoroute. Donc vous faites un pas d'1 mètre, c'est 30 tonnes de sable et gravier. C'est 100 mètres cubes de terre de terrassement, toujours pour 1 mètre, hein, je précise bien. 100 mètres cubes de terre de terrassement. Donc ces matières très ordinaires font les autoroutes. Et voilà comment le béton s'inscrit aussi finalement dans l'autoroute, même si stricto sensu, c'est pas un béton de ciment exactement. Ce qui est important là-dedans, il y a plein de choses importantes. Donc déjà, c'est pas cher à faire, hein, c'est vraiment des technologies. Et surtout, ça peut se faire à la machine. D'accord. En fait, si vous regardez, alors moi j'avais une passion YouTube de regarder comment on fait des chantiers avec des machines à un moment. Donc l'algorithme YouTube me devenait fou, il me proposait des chantiers tout le temps. Et en fait, c'est assez spectaculaire de fait, quoi. Vous voyez, en plus avec des vues de drone et tout, enfin voilà. Et vous voyez comme ça 5-6 grandes machines qui font les travaux de terrassement comme ça. Donc c'est la grande traînée de terre, hein, qui est là avant tout, quoi. C'est le premier travail. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot d'infrastructure pratiquement. L'infrastructure, le terme vient d'une loi française de 1842 qui vient de la loi qui institue les chemins de fer en France. C'est en 1842, on va dire, l'État français décide de construire des milliers de kilomètres de chemins de fer. Et l'infrastructure, c'est relié au terrassement, c'est le travail de l'État de faire des terrassements. Et qui s'oppose à la superstructure, non pas au sens marxiste du terme du tout, puisque ici, la superstructure est dédiée aux entreprises privées qui vont gérer ensuite l'infrastructure elle-même, qui vont, par exemple, s'occuper de la chaussée, des gares, etc. Mais
Infrastructure, vraiment, historiquement, c'est égal état, égal terrassement. C'est donc ce travail, le travail premier de l'infrastructure, c'est ce travail de terrassement. Donc une autoroute, c'est énormément de masse, c'est colossal, avec des matières très ordinaires. Et ça se fait avec quelques machines. Et ces couches, en fait, à chaque fois, vous avez une machine qui va mélanger la terre, par exemple, à la chaux au ciment, une autre qui va mélanger le sable, le gravier avec un certain type de ciment. Et plus vous montez vers la surface, plus vous avez vraiment du super bon ciment. Et alors, la dernière couche, c'est un bitume, d'accord ? Et ça se fait avec quelques machines. Et ça change complètement avec la construction historique des routes, notamment en France, où déjà elle est très peu épaisse. Une route, ça fait 10 cm de profondeur, et, ou un peu plus, mais pas tellement. Et il y en a beaucoup, même les très bonnes routes se faisaient à la main. Il y avait une technique comme ça où ils devaient caler des espèces de pierres. On appelait ça le hérisson. J'ai mis une sous-partie qui s'appelle du coup la fin des hérissons, parce que donc il fallait caler ces pierres à la main, donc il fallait énormément de main d'œuvre, ensuite mettre des petits gravillons autour et un peu tasser tout ça, et voilà, ça c'était la technologie de la route avant l'automobile et avant le poids lourd. Et donc se libérer la main d'œuvre, ça a quand même beaucoup d'outils pour quand on est une entreprise capitaliste, évidemment, hein, ça fait moins de grèves, ça fait pareil pour les terrassements. Les terrassements, c'était, enfin, je vais pas en parler ici parce que là je nous emmènerai trop loin, mais j'en parle dans le livre sur un univers social qui était très mobilisé syndicalement, très à la pointe des luttes, des grèves, saboteurs, etc. Bon, ben on se débarrasse de milliers de terrassiers quand même. C'est quand même une bonne affaire quand on est une entreprise et qu'on veut faire des profits et ne pas avoir trop d'ouvriers encombrants. Donc voilà un peu, je vais un peu à la va-vite, mais c'est un peu le succès vraiment de ces technologies de béton et pourquoi elles ont été adaptées à ce type d'infrastructure. Et c'est intéressant aussi parce que là, je vous ai mentionné rapidement pistes d'aérodrome, autoroutes. Et en fait, de voir ces transferts de technologie d'infrastructure en infrastructure, c'est aussi un peu un argument que j'ai dans le livre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment penser que ces infrastructures vont en symbiose, quoi. Elles sont toujours interconnectées, c'est un peu les mêmes savoirs, un peu les mêmes ingénieurs, un peu les mêmes idéologies aussi qui s'y cachent. Bon, je vais un peu vite, mais voilà pour le premier point que je voulais mentionner. Deuxième point, la logique de l'infrastructure et de l'infrastructure routière, qui est très frappante depuis l'arrivée de l'automobile. Donc il faut bien imaginer que les routes existent évidemment depuis bien longtemps et bien avant l'automobile. Et en France, donc l'histoire en fait des routes telle que je la présente dans le livre, c'est l'histoire des routes pour l'automobile et surtout pour le poids lourd, comme je vais le présenter. Ce qui est un choix, enfin vraiment il faut avoir ça en tête, c'est un usage de la route très particulier, c'est un choix politique de dire la route est faite pour ça, c'est pas, je vais essayer de le détailler ici. Donc les premières voitures arrivent en ville, disons juste un peu avant la Première Guerre mondiale, mais surtout dans l'entre-deux-guerres, je prends les villes européennes, disons, il y en a très peu, hein. Et dès le début, c'est un carnage, voilà, parce qu'en fait, c'est très mal foutu, une automobile. La voie est partagée par plein d'usagers, justement. C'était très propre aux villes. Il y avait des gens à vélo, des gens avec des charrettes, des gens, il y avait des tramways, des bus, etc., des omnibus. Et la voiture arrive là-dedans, et en fait, il y a des centaines de morts à Paris, des enfants qui meurent, etc., etc. Et donc, il y a tout à partir de ce moment-là, et jusqu'à aujourd'hui, il y a un discours qui s'impose, qui est imposé plutôt, qui consiste à dire il faut adapter la route à son trafic. Et le trafic qui arrive, c'est l'automobile, donc il faut adapter la route à l'automobile. Ça veut dire tout. Ça veut dire qu'il faut adapter la ville à l'automobile. Ça veut dire qu'il faut que les piétons aillent sur le côté, qu'il faut éduquer les piétons, il faut discipliner les gens, que les cyclistes dégagent, qu'on fasse un code de la route, qu'on éduque les enfants, qu'on fasse des signes. Enfin, c'est un travail immense d'éducation pour dire la route, c'est pour l'auto. Dans les villes, c'est extrêmement c'est spectaculaire comme travail. Parce qu'il y a des plaintes, parce qu'il y a des associations qui se mobilisent dès les années 20. C'est des vieux combats, c'est très très ancien. Alors moi, j'ai pas particulièrement travaillé là-dessus, mais j'ai lu ça et je trouvais ça tellement fascinant que j'en parle dans le bouquin. C'est très bien documenté pour les États-Unis. Et donc, de fait, quoi, si c'est un carnage l'arrivée de l'automobile en ville, forcément, ça ne plaît pas aux d'autres usagers et ça ne va pas de soi, quoi. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et cette injonction d'adapter les routes diverses et variées au trafic, elle perdure, c'est jusqu'à aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est de dire tout le temps, en fait, il faut adapter nos routes au trafic, quel qu'il soit, en fait.
Et ça, c'est le point sur lequel je vais insister un peu dans la suite. Alors, c'est un peu aussi... Donc, il faut bien comprendre que c'est naturaliser le trafic, évidemment. C'est-à-dire, le trafic, c'est un donné, comme ça, contre lequel on ne peut rien, d'accord, qui s'impose à nous, et nous sommes contraints de nous adapter. C'est un peu... Il y a un bouquin d'une philosophe qui s'appelle Barbara Stiegler, qui s'appelle « Il faut s'adapter ». C'est un peu ça. C'est un peu... Alors, elle situe ça dès l'origine du néolibéralisme, dans les années 30, hein. Les vieux néolibéraux datent de cette époque-là, et c'est un peu l'idée que voilà, le monde change, le monde moderne arrive, il faut s'adapter. Voilà. L'économie change, adaptez-vous, quoi. Et là, c'est très vrai pour les routes. Alors, donc ça a été vrai en ville. Ça a été vrai évidemment pour l'aménagement urbain, mais de façon spectaculaire. Je veux dire, ça c'est très connu dans l'après-guerre en France. Toute l'écologie politique en France naît un peu avec ça. Les critiques de l'homme auto, de la ville faite pour la bagnole, la société de la bagnole, etc. etc. Ben, c'est ça, c'est de dire que c'est une aberration, c'est d'adapter tout notre cadre de vie, enfin utilisez les mots que vous voulez, nos villes, nos villages, pour les bagnoles. Mais moi, alors ça je m'y attendais, donc je n'ai pas trop approfondi la chose. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, on adapte surtout les grandes infrastructures pour les plus gros véhicules. Et pour les véhicules les plus volumineux et les plus lourds. Et c'est vrai pour toutes les grandes infrastructures. Alors, là on parle de routes parce que vous aimez les routes, hein. Mais moi j'aime d'autres grandes infrastructures, et c'est vrai aussi. On peut prendre les aérodromes. Et ben, l'aérodrome, c'était un tout petit aérodrome qu'on avait à Orly, par exemple. Et ben, il y a des avions de plus en plus lourds, de plus en plus rapides qui arrivent. Alors on va faire une piste plus longue, on va faire une piste plus épaisse, on va faire une piste plus rigide, on va faire une deuxième piste, on va faire une troisième piste, on va faire un deuxième terminal, on va faire Roissy, on va faire... Désolé, je te dis des trucs parisiens, mais bon, vous prenez les mêmes exemples pour la Suisse, et c'est pareil. Les ports, pareil, il y avait un petit port, disons, je sais pas, au Havre, et ben on va faire un port de plus en plus grand, on va rajouter une digue, un nouveau bassin, un troisième bassin, on va faire surtout un port beaucoup plus profond, parce que les navires sont de plus en plus profonds, de plus en plus larges, de plus en plus longs, etc. Donc c'est toujours pour le plus grand véhicule que ces choses-là sont faites. Donc c'est toujours surdimensionné pour tous les autres véhicules et pour tous les autres usages. C'est-à-dire que là, je vous ai raconté l'histoire de l'autoroute, là, le 1 mètre, etc., les 30 tonnes par mètre, blablabla. Ça, c'est pour le camion. D'accord ? Quand bien même la voiture, quand même, bon, alors, évidemment que la société de la bagnole est éminemment critiquable, mais quand même, on n'aurait que des bagnoles, on n'aurait pas besoin d'autant d'épaisseur, etc. Il faut que ce soit super rigide pour le camion. Parce que les camions démolissent les routes. Je vais l'expliquer dans un instant. Donc ça, c'est un fait très important à avoir en tête. C'est un peu une des dynamiques de l'infrastructure, c'est que l'infrastructure, elle n'est pas seulement construite, d'accord, c'est pas simplement une inauguration, voilà, elle arrive, elle est là. D'ailleurs, dans l'historiographie, disons, il y avait un peu cette focale sur la nouveauté, quoi, le nouvel aéroport, etc. Et moi, en étudiant là, toutes ces choses-là, j'ai remarqué que c'était un peu réducteur de ramener une infrastructure à sa construction quand elle arrive, quoi. Parce qu'une fois qu'elle est là, justement, la 2 fois 2 voies devient 2 fois 3 voies. Enfin, bon, je me répète, mais les aéroports grandissent, les ports deviennent immenses, etc. Donc c'est un travail permanent, enfin une dynamique permanente d'élargissement, d'extension, d'approfondissement, etc. Alors je vais vous illustrer ça donc c'est vrai vraiment pour toutes les grandes infrastructures, c'est extrêmement frappant, et là ce que tu as présenté rejoint exactement ça, quoi. S'adapter au trafic et au trafic lourd. Il y a un exemple que je cite dans le livre, que je développe dans le livre et que je vais mentionner ici, qui m'a vraiment révélé un peu toutes ces histoires d'un seul coup. Donc Épiphanie, c'est en hiver 63 en France, il fait très froid, voilà, et il fait très froid longtemps. Et bon, ça arrive, hein, et il y a des cycles de gel-dégel. Bon, voilà. Et moi, je lisais mes ingénieurs, mon patronat obscur, tout ça. Bon. C'était pas très marrant, hein, tous les jours, hein, très technique, je comprenais pas très bien les enjeux. Bon, ok, il fait froid, etc. Oui, alors le gel fragilise les chaussées sont abîmées, les chaussées sont défoncées, etc. etc. Et je vois qu'en tout cas, il y a une grosse propagande du patronat, notamment, du patronat des routes, des transports routiers, pour dire c'est inacceptable, ces routes étaient tellement mauvaises que le premier hiver les a détruites. Il faut beaucoup plus de crédit pour les routes. C'est toujours cet appel à s'adapter, quoi. D'accord, il faut adapter nos routes à la modernité. Alors, vous pouvez prendre tous les synonymes que vous voulez, le progrès, la civilisation, l'économie, la croissance, le développement, et de soin. Et en l'occurrence, là, j'étais frappé qu'il y avait un peu cet hiver qui avait abîmé des routes, et je comprenais pas très bien l'enjeu. Et assez vite, l'enjeu, il m'a été révélé. Donc, ça
ça concernait le réseau national, qui était le principal réseau en France à l'époque. Il n'y avait quasiment pas d'autoroute, il n'y avait que 200 km d'autoroute, et il y avait 80 000 km de route nationale. Donc c'est le réseau structurant en France. La France a construit les autoroutes assez tard par rapport aux Italiens et aux Allemands, vraiment bien plus tard. Pour tout un tas de raisons, je pourrais vous évoquer. D'ailleurs, il y avait eu des luttes, des contestations, au sein même des administrations. On ne voyait pas l'intérêt, c'était super cher, donc ça n'allait pas du tout de soi. La France a un énorme réseau routier, donc ça n'allait pas du tout de soi de construire ces autoroutes-là. Donc l'idée du programme autoroutier vient assez tard. Les premiers grands chantiers commencent en 62, et voilà, mon histoire, c'est hiver 63. Et c'est pas du tout anodin que ça vienne à ce moment-là. Donc les premiers grands chantiers autoroutiers sont lancés. Donc c'est au début 200 km par an, 300 km par an, 500 km d'autoroutes construites chaque année, et ça va assez vite. Mais donc ce réseau est quand même très important. C'est le réseau dominant, c'est le réseau national. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en effet, on mettait ce qu'on appelle une barrière de dégel sur les routes nationales quand il y avait ces périodes de froid, qui existent encore dans plein de communes, dans plein d'endroits où on dit c'est interdit au plus de 3,5 tonnes ou au plus de 7,5 tonnes, peu importe le tonnage, mais c'est juste une interdiction temporaire pour certaines chaussées. Et je vois qu'il y a une énorme polarisation autour de ces barrières, quoi. C'est insupportable, ces barrières, etc. Moi, je ne comprenais pas très bien ce que c'était. Je pensais qu'il y avait vraiment une barrière énorme. Enfin, c'était ça. Et donc, il y avait une propagande. Enfin, c'est très intéressant. C'est un travail idéologique. Hein. Toujours ici, dans cette histoire, il y a toujours du matériel et du symbolique et de l'idéologique qui se combinent, quoi. En fait, c'est l'idéologie. Enfin, même l'autoroute, mais ça, c'est assez connu. C'est vraiment voilà, cette idée que c'est le progrès, la civilisation, c'est rempli d'idéologie une autoroute, mais comme un grand barrage, comme quand on fait un aéroport, il y a le président qui arrive, qui l'inaugure avec tout un tas de discours, etc. Bon, c'est très productiviste, etc. Bon, ça c'était assez connu. Donc, ce que j'ai essayé de faire systématiquement, c'était de rattacher ces idéologies ou ces imaginaires, ces symboles à des matières. Donc je ferme cette petite parenthèse sur, encore une fois, la méthode, mais c'est important. Et donc à ce moment-là, ouais, les barrières de dégel, c'est un scandale, c'est inacceptable, ça donne des territoires entiers qui sont sans vie, enclavés. Donc tous les discours qu'on retrouve en fait systématiquement après sur une durée longue, hein, qui n'émergent pas à ce moment-là, hein, mais à ce moment-là, il y a vraiment une tension très forte. Et c'était intéressant parce que ça a été suivi d'effets cette fois-là. Alors le patronat routier, en fait, historiquement, c'est comme un animal qui, dès qu'il ouvre la bouche, il dit plus de crédit, plus de crédit, plus de crédit. Il fait que ça, quoi. Donc c'est vraiment bon, c'est pas très original à étudier. Hein, c'est vraiment plus de crédit routier, plus de crédit routier, plus de crédit. Le trafic augmente, il nous faut plus de crédit. Voilà. Bon, c'est pas voilà. Donc eux, ils répétaient ça déjà depuis longtemps. Mais à ce moment-là, ça marche. À ce moment-là, en effet, ils vont recevoir beaucoup plus de crédit. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont, je vous donne déjà le résultat et après je vais vous rappeler l'histoire du camion là-dedans. Ils vont en gros justement adapter tout ce réseau. Comme je l'ai dit, que toutes ces infrastructures s'adaptent aux camions en les élargissant. Ils vont élargir toutes les routes nationales de France et ils vont les épaissir. Donc en fait, la route, elle existait déjà, donc ils vont la prendre telle quelle et ils vont rajouter, encore une fois, les couches, hein, par petites couches, là, donc des couches de béton, disons, à la machine, tac, tac, et les élargir. Sur 80 000 km. Finalement, ils ne vont pas arriver à faire les 80 000 km, mais c'est un programme gigantesque routier, aussi important que les autoroutes au début des années 70. On dépense autant d'argent pour épaissir et élargir toutes ces routes que pour le programme autoroutier. Alors après, le programme autoroutier est devenu encore beaucoup plus coûteux, mais vraiment pour certaines années, c'est vraiment massif. Et ça, personne n'avait jamais examiné ce travail-là, et j'avais trouvé ça intéressant. Parce que qu'est-ce que ça révèle, toute cette histoire ? Ça révèle déjà cette dynamique de l'adaptation, hein, encore une fois, de l'élargissement de l'infrastructure qui grandit, qui est rigidifiée. Et là, la rigidification, enfin le fait qu'il fallait mettre des sous-couches vraiment balèzes sous la couche de roulement, ça c'était très important parce que c'était explicitement pour le camion. Mais là, vraiment explicitement, quoi. C'est-à-dire qu'il disait, en fait, pour faire rouler des 13 tonnes, et alors aujourd'hui on est à 60 tonnes, hein, il faudrait une couche de X centimètres. Et en fait, ils vont mesurer à quel point les chaussées sont susceptibles de se dégrader sous le poids d'un camion. Donc ce choix technique comme ça, de dire à quel point une chaussée se déforme sous le poids d'un camion, c'est de dire la chaussée elle va être faite pour le camion, évidemment. Sinon, ils auraient dit comment une chaussée se déforme pour un vélo. Et alors là, on aurait eu un autre résultat, on aurait une petite couche très, très fine, etc. Mais vous voyez que donc c'est pas du tout un choix technique comme ça, naïf, enfin comment dire, qui est fait par hasard, quoi. Donc et c'est vraiment, et donc ils vont comme ça développer une machine qui va ausculter les routes comme on ausculte un patient et qui va regarder à quel point les routes sont fragilisées par le passage des camions. Et selon comment la route se déforme sous le poids du camion, ils vont dire si elle se déforme un peu, beaucoup, machin, on va mettre une couche beaucoup ou pas importante en dessous. Et avec là vraiment du vrai ciment dans les sous-couches.
Et donc, ça rejoint dans ce que je vous ai dit. Enfin, ça m'a révélé en fait cette question de l'adaptation pour le camion, pour disons le véhicule le plus volumineux, le plus lourd de manière générale, hein, parce que c'est vrai pour les aérodromes, pour les ports, etc. Et au fond, que les routes c'est dimensionné pour le transport de marchandises. Et ça, c'est vrai aussi pour les ports. Hein, quand je vous dis qu'on va faire venir des vraquiers de 200 000 tonnes, des pétroliers de 400 000 tonnes et je sais pas quoi, d'accord, qui font 26 mètres de profondeur. C'est du transport de marchandises, c'est pas fait pour du transport d'humains. Et ça, je trouvais ça très intéressant, parce que moi qui m'intéressais justement aux rapports sociaux du capitalisme et de leur matière, là j'en avais un super, quoi. Parce que, alors, c'est connu que typiquement, la route, le trafic, disons, est rattaché au rapport salarial, parce qu'en fait, l'aménagement urbain est fait en sorte qu'on doit prendre sa bagnole pour aller de son lieu d'habitat à son lieu de travail, et c'est pour ça que tout le monde est un peu contraint à ce choix, en tout cas faute de transport public, transport collectif. Et donc ça, c'était assez connu, c'est un peu l'aménagement fonctionnaliste de l'espace, c'est de dire la ville est séparée en certaines fonctions, il y a l'endroit où on vit, l'endroit où on travaille, l'endroit où on a du loisir, etc. Un peu de façon caricaturale, c'est exactement ça. Et donc, voilà, on est obligé de prendre sa bagnole, donc on pouvait vraiment rattacher ça à la question du lieu de travail et donc au rapport salarial. Mais là, pour les transports de marchandises, c'est clairement le libre-échange ou, disons, le commerce international, quoi. C'est-à-dire que les marchandises, il faut les produire, mais il faut les transporter. Et ça va de pair avec vraiment... disons, une internationalisation, une mondialisation qui commence à ce moment-là, mais c'est les infrastructures qui vont la permettre, quoi. C'est-à-dire que c'est tous ces grands ports, ces grandes autoroutes et d'autres infrastructures qui vont permettre ce qu'on appelle le capitalisme néolibéral ou la globalisation et tout ce que vous voulez. Et ça commence dans les années 60, en tout cas en France, avec vraiment un choix... c'est dans des plans quinquennaux, des schémas directeurs routiers, etc., etc. Donc c'est l'État qui fait ce choix-là, de faire des grands corridors du transport de marchandises, le corridor de rhodanien, le corridor de Paris au Havre, et un autre qui était dans le nord vers Dunkerque. Et ils font des grands ports exprès pour ça, qui vont accueillir ces bateaux-là, etc., etc. Donc toute cette histoire, ça va de pair, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu... que j'ai aussi pris ce point de vue un peu général, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'assez fondamental, des régularités qui apparaissaient un peu partout et qui pouvaient s'analyser à un point de vue un peu plus général. Sinon, j'aurais pu très bien faire l'autoroute A6 et étudier d'un point de vue un peu plus microscopique une autoroute, mais je trouvais qu'il y avait un intérêt à monter un peu en généralité. Donc, ça nous révèle tout ça, et donc que le choix du libre-échange a une dimension matérielle extrêmement frappante. Y compris d'ailleurs, ne l'oubliez pas, ailleurs. C'est-à-dire que toutes ces marchandises qu'on importe du monde entier, toute la désindustrialisation, tous les produits manufacturés qu'on importe sont bien produits quelque part, et c'est de la matière qui est extraite quelque part, et donc c'est des dégâts environnementaux aussi, bon, ça c'est très documenté, qui sont ailleurs. La France vit du reste, la Suisse aussi largement, vit du reste du monde complètement. C'est-à-dire qu'il y a des territoires entiers, disons, dans le monde qui sont, dans la littérature, parfois on les appelle les hectares fantômes du capitalisme français ou les hectares fantômes du capitalisme suisse, qui sont en fait partout dans le monde et qui nourrissent le capitalisme suisse, français, etc., etc. On appelle ça, c'est même un peu pour vous donner le mot, si ça vous intéresse, et faire quelques recherches plus tard, c'est l'échange écologique inégal. C'est-à-dire que le capitalisme au niveau mondial, il est structuré avec une inégalité, disons, nord global, sud global, pour faire simple. Et non seulement l'échange il est économiquement inégal, c'est-à-dire que la valeur ajoutée se fait toujours dans le nord et les pays du sud produisent des produits avec faible valeur ajoutée, mais en plus, c'est les écologies, les environnements du Sud qui sont en fait sacrifiés pour, disons, que nous, on puisse avoir plus ou moins des environnements relativement corrects, agréables. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, ces infrastructures-là permettent, soutiennent cet échange écologique inégal aussi. Bon, je voulais le mentionner rapidement. Alors, tu me dis quand on a marre. Est-ce que je peux parler 14 heures, donc c'est un peu... Alors, je vais avancer un peu sur la dynamique toujours de ces infrastructures, ça a été déjà dit, hein, donc je vais le rappeler. En effet, ce qui m'avait interrogé au début, c'est, alors en France, en tout cas, il y a très peu d'autoroutes construites depuis 10 ans, très très peu. Maintenant, il y a l'autoroute A69 que vous connaissez tous et toutes, qui est un petit tronçon, je crois, de 60 km, il me semble. Donc, il faut savoir que dans les années 70, en France, c'est 500 km par an. Donc, c'est 10 à 69 tous les ans.
de cet ordre-là. Et là, depuis 10 ans en France, il y a eu à tout casser, je dis à la louche, 110 km, et c'est surtout des tout petits contournements de villes. Donc il n'y a plus d'autoroutes qui sont construites depuis 10 ans. Or, l'extraction reste très 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 importante en France. Et pour moi, il y avait un peu une énigme à comprendre, et ça ne va pas au bâtiment. Et donc, c'est notamment, donc ça a été dit, la question de l'entretien et la maintenance. Donc les grandes infrastructures, on en construit des nouvelles, on les élargit, on les épaissit, on les approfondit, etc., tout ce que vous voulez, on les étend dans tous les sens. Et ensuite, quand bien même on n'en construit plus aucune, d'accord, et quand bien même on arrêterait de les étendre, il faut les entretenir et les maintenir. Ça, c'est un peu la dynamique. Alors, on verra que c'est pas une loi de l'histoire, hein, d'accord. Encore une fois, ça pourrait être autrement et de façon voilà, c'est pas. L'infrastructure n'a pas un pouvoir sur la société, justement. Je pourrais y revenir plus tard. Et donc notamment pour la France et la Suisse aussi, l'entretien, c'est tous ces ponts là qui sont très abîmés. Donc en France, alors donc l'autoroute, encore une fois, le choix politique de l'autoroute, c'est de faire quelque chose, une infrastructure infranchissable. Hein. Donc toutes les routes auparavant avaient des croisements en fait, toutes. C'était ça n'existait pas de dédier donc c'est une autoroute, c'est faite pour l'automobile, le véhicule à moteur explicitement aussi. Donc ça exclut tout possible autres usagers. Ce qui encore une fois va pas de soi du tout quand on regarde l'histoire longue des routes. Et donc elle est infranchissable, et donc en France il y a un peu plus de 12 000 km d'autoroute. Il y a un ouvrage d'art, souvent un pont, tous les kilomètres. Donc il y a 12 000 ponts sur les autoroutes. Mais des ponts, il y en a beaucoup plus. En France, il y a plus de 100 000 ponts, parce qu'il y a 1 million de kilomètres de route. Mais sur les autoroutes, c'est des grands ponts, quoi. Il faut faire un grand remblai à côté, il faut faire beaucoup de béton armé, etc. Et en effet, là, comme Elia vient de le dire, là, c'est branle-bas le combat, alarme, ça va pas, un tiers sont en danger, 7% vont s'écrouler, etc. Donc il y a cet entretien-là. Il y a l'entretien, encore une fois, de ces chaussées défoncées par les camions. Donc encore une fois, c'est uniquement la voiture ne compte pas du tout là-dedans. Je pourrais vous donner l'argument plus précis si vous voulez plus tard. C'est que le camion qui abîme la route. C'est que le poids lourd qui abîme les routes. On pourrait faire rouler des millions et des millions de voitures, alors des milliards de vélos, ça n'abîmerait pas du tout. Donc c'est pas du tout une loi. La route n'a pas une loi technique. C'est une loi complètement socio-économique. C'est un choix politique de l'usage de la route. Et puis aussi, on pourrait citer tous les glissements de terrain, les murs de soutènement qu'il faut faire de partout dans les territoires de montagne. Dès la construction de l'autoroute, ça, j'en parle aussi un peu dans le bouquin, en fait, comme l'autoroute, elle doit être non seulement infranchissable, mais bien plate pour qu'on puisse rouler à une certaine vitesse. Donc c'est écrit. Hein, en France, c'était 130 km/h. Non, d'abord, c'était 140 km/h. Après, ils ont réduit à 130. Alors, il faut que les courbes elles soient d'une certaine façon, qu'elles soient bien plates, etc. Donc, il faut complètement modifier, évidemment, le territoire, le paysage pour ça. Il faut adapter. Encore une fois, il faut tout adapter. Il faut tout adapter au trafic. Et donc, les paysages, les lieux, les villes, l'urbain, le périurbain, le rural, tout ce que vous voulez, les montagnes. Bon. Et ça marche. C'est coûteux, quoi. C'est un travail énorme. Ça va pas du tout de soi, y compris vraiment matériellement. Et là, j'en parle un peu dans le livre, comme... je regarde un peu des chantiers, je passe sur les détails. C'était extrêmement intéressant parce que le chantier révélait justement tous ces choix et le fait que ça ne va pas de soi, quoi. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'était de dénaturaliser le naturel et de rendre moins ordinaire l'ordinaire. Et sur les chantiers, il y a tout qui se casse la gueule, quoi. Surtout dans les paysages, dans les territoires un peu de montagne ou un peu vallonnés. Il faut faire des énormes tranchées, ça se casse la gueule, le sol n'est pas bon, le remblai il se fissure, etc. Et c'est extrêmement coûteux déjà à entretenir, à réparer, et ils le savent, en fait, tout le monde le sait. Tous les ingénieurs, donc il y a des armées d'ingénieurs qui publient des millions de pages sur comment faire un remblai super solide, comment stabiliser les montagnes, comment stabiliser les talus, comment stabiliser les sols. Et souvent, on va mettre plein de ciment, on va faire ça bien rigide, etc. Mettre des super grosses barrières, des paravalanches, tout ce que vous voulez, quoi. Et donc, voilà, c'est extrêmement coûteux à construire et à maintenir. Ça a été dit, et je trouve ça très intéressant de le rappeler dans un pays comme la Suisse. Je vais m'arrêter là. Peut-être parce que juste qu'on ait le temps aussi pour les questions. J'avais fini. Trop bien. Merci beaucoup. Pour le... Merci. Et du coup, Steven, pour Agisson. Okay. Voilà. Bonsoir, moi c'est Steven d'Agisson.
Et Agissons, c'est un mouvement pour la protection des communs et également leur démocratisation. L'année dernière, on avait fait, ça n'a rien à voir avec ce soir, mais une initiative sur les questions des droits politiques pour les personnes étrangères qui vivent dans le canton de Vaud depuis plus de 10 ans, à laquelle on devra voter normalement l'année prochaine, donc gardez cette date en tête. Mais si je suis là devant vous, c'est parce que, en gros, on a lancé en tout début d'année, parce qu'on a vu un peu le contexte et estimé où est-ce qu'on devait mettre nos forces, la campagne No Transport Public, qui a... Ah, on n'est pas sur le tac-tac. Ah ouais, ça c'est pour les suivre au cas où. Voilà, Grandement des Terres, Instagram, Telegram, donc rejoignez-les. De toute manière, il y aura un appel à l'action à la fin. Et notamment d'avoir ces deux axes. D'une part, d'aller contre ces nouvelles infrastructures, autoroutes, mais également de développer les transports publics. Et c'est un peu le message aussi que je retiens de ce soir, c'est que d'une part, effectivement, il faut démocratiser l'alternative, mais soyons honnêtes, il faut aussi bloquer et démanteler toutes ces infrastructures, parce que sinon, ça va simplement pas le faire. Et puis, je voulais commencer aussi ce soir par un mot de solidarité, parce qu'en ce moment même, les gens qui luttent contre la 69 depuis déjà des mois, des années, ils sont littéralement évacués par la force, des menaces de mort, et puis simplement adresser aussi un mot de solidarité avec toutes les luttes de résistance locales pour la justice sociale, environnementale, et également simplement pour leur survie, vu le contexte actuel. Et une fois que tout ça a été dit, le 24 novembre, on doit voter contre les autoroutes. Pour certains, c'est une opportunité. C'est vrai, c'est une opportunité de pouvoir mettre un gros nom à tout ça. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ce message que je voudrais vous amener ce soir. Pour moi, le 24 novembre, c'est un grand sondage. Pourquoi je dis que c'est un grand sondage? Parce qu'en réalité, il y a un peu 3 scénarios qui vont se faire face à nous et à la fin, ce sera la même chose. Le premier, c'est qu'on gagne théoriquement et qu'on refuse ces autoroutes. Le deuxième, c'est qu'on perde, mais que localement, on va gagner, où les projets sont les plus destructeurs et dans quel cas ces infrastructures seront imposées et ça soulèvera une question démocratique profonde. Et puis il y a le troisième scénario où on perd la totale. Mais une fois que j'ai dit ça, en fait, même si on gagne, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si vous avez vu le scénario ces derniers jours, des annonces d'austérité, des annonces... Moi, j'imaginais même pas que ça pouvait venir aussi vite, notamment de sortir de la CEADH, de faire que des votations dans lesquelles on a voté oui majoritairement le peuple. On a vu la loi climat avant, dont la loi a été mise en œuvre en mars et dans laquelle le plan d'austérité revient dessus. Donc on a des autorités littéralement qui ne respectent même plus la base des lois qu'elles votent ou que le peuple a votées. Et dans ce cas-là, je voudrais être très clair que peu importe le résultat sur lequel on va faire face, il va falloir mener une lutte extrêmement dure sur des années. Ça ne va pas s'arrêter à ce vote. Qu'on perde ou qu'on gagne, il n'y aura pas « nous avons une légitimité démocratique » et il n'y aura pas « nous avons gagné temporairement ». Il y a de tels enjeux derrière cette question, vous l'avez montré les deux, que forcément ils vont revenir. C'est comme les retraites. Moi, je me rappelle, au tout début, quand je militais, on a voté non à l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes il y a quasiment 10 ans, et ils sont revenus avec un projet, et ils reviennent avec un projet, et ils n'en ont littéralement rien à foutre de nous. Et le dernier élément que je veux dire, parce que nous, Agissons, on était connus un petit peu au début pour lancer des initiatives, tester un peu, voir s'il y avait un petit peu d'espace pour mener des réformes. Donc on était très ambitieux, on voulait que les multinationales payent un petit peu leurs impôts, que la publicité ne soit pas aussi envahissante qu'on pensait, que des assemblées citoyennes puissent au moins être contraignantes, si ce n'est au moins avoir un vote à la fin. Donc voilà, très très radical, vous imaginez. Et actuellement, le projet, c'était de lancer une vignette à 40 francs. Donc déjà, il y avait eu des projets pour les transports publics gratuits ces dernières années, qui ont été totalement annulés après, parce qu'il faut comprendre, l'usager doit payer le juste prix de ces transports publics, comme si on ne le savait pas, et qu'on ne savait pas qu'on payait déjà la blinde sur ces questions d'infrastructure depuis bien longtemps. Et là, c'est un peu une news, même si elle est sortie quand même dans la presse, le Conseil d'État est revenu vers nous en disant « Mais non, 40 francs, c'est pas possible, c'est toujours trop gratuit ». Et en fait, j'arrive un peu à ma conclusion intermédiaire qui est de dire on va devoir lutter de manière extrêmement forte contre ce système, contre ces logiques. Et le rapport de force se durcit et puis il y a soit on va vers une direction d'austérité pleine,
des projets imposés de la sorte, parce que l'austérité, il n'y en a que pour les services publics, les besoins sociaux les plus élémentaires. Il suffit de voir la liste, les besoins les plus élémentaires de nos adversaires, c'est notamment ces projets d'autoroute. Donc quand on dit qu'il n'y a pas assez d'argent, déjà 5,3 milliards, 35 et tout ce que ça va engendrer en plus, nous, il nous suffit de nous donner le papier, on sait où faire des économies, et également de mettre dans l'armée. Donc j'imagine que voilà, il y a un projet de société face à un autre, qui est effectivement celui qu'on aimerait incarner, celui d'une planification écologique, où on veut prendre les ressources en commun pour investir où c'est nécessaire et de reprendre le contrôle. Et c'est ça aussi le projet des communs. Et de ce point de vue-là, mon message, il est pas très original, mais il faut quand même le rappeler, parce que si on veut gagner, il faudra qu'on soit une majorité, très très nombreuses et nombreux. Il faut qu'on soit unis, c'est pour ça qu'on est là ce soir, mais aussi avec de nombreuses autres personnes, et il faut que la participation soit la plus massive et la plus active. Et de ce point de vue-là, nous, ce qu'on appelle, c'est à s'organiser, l'organisation collective. Donc rejoignez effectivement Grandement des Terres, Agissons, Active Trafic, également d'autres, et également de dire que du coup, ce référendum, pour nous, c'est un peu un acte 1. Sur cette question-là, et que finalement, peu importe le résultat, la grande revendication en France qui a été avancée dans le nouveau Front populaire et qui aurait pu être appliquée, c'est celle d'un moratoire de tous les projets inutiles, destructeurs et imposés. Et il semble, à mon avis, assez évident qu'il faut qu'on puisse travailler sur un cadre commun, unitaire, sur cette question-là, pour pouvoir aller bien plus loin et continuer à porter ces projets et faire que ces luttes durent également dans le temps. Donc, on vend des livres, on a aussi notre nos tracts et tout ça, mais on est des vrais gens, donc d'Agissons, d'autres collectifs également, donc venez discuter avec nous, et puis je crois qu'on a même mis effectivement des QR codes, d'autres choses pour se tenir au courant, rejoindre des chats, et effectivement faire qu'on se mette en action le plus rapidement possible. Donc voilà, restez à l'apéro, il y a un petit apéro, et la lutte ne fait que commencer. On peut passer juste aux questions si y en a. Et puis, merci à Steven du coup d'avoir rappelé aussi les autres luttes qui ont lieu juste de l'autre côté de la frontière. Et puis la semaine passée, on était aussi avec quelqu'un qui se bat depuis des années et des années contre le tronçon d'autoroute Thonon à Chili, donc qui est juste de l'autre côté du lac Léman. Et c'est vrai que c'est clair que la lutte, elle va devoir être rude et qu'elle va pas s'arrêter le 24 novembre. Mais au moins, en Suisse, on a la chance de pouvoir, en tout cas, voter là-dessus et pouvoir s'opposer avant que les machines de construction commencent. Bonsoir, merci beaucoup pour les présentations et pour les messages aussi qui étaient excellents. Moi, ma question, c'était pour vous, Alia, c'était le fait que la consommation suisse par habitant soit si haute de béton. Je me demandais un peu comment on l'expliquait. J'ai ma petite idée avec les bunkers militaires qu'on a et les abris anti-atomiques, mais est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'on ne connaît pas? Alors, merci beaucoup. C'est ça. En fait, il y a énormément d'infrastructures en Suisse. Et comme on l'a dit, il faut les entretenir. Et les entretenir, c'est du granulat, c'est du ciment. Et puis, on construit, tout ce qu'on construit, on fait beaucoup de sous-sol. Donc, voilà. Et puis il y a une véritable tradition en fait parmi les pays si on regarde un peu au niveau de l'histoire du béton, les pays très ancrés dans une culture en tout cas de cette matière, c'est la Suisse et le Japon avant tout. C'est vraiment les deux pays qui mettent cette matière au-dessus de tout, et c'est deux pays petits et riches. Voilà, donc, et en plus, en Suisse, ça s'ajoute avec une géographie escarpée. Voilà, donc ça fait un combo. Grand amour, géographie, richesse et culture. Voilà. Plutôt qu'une question, c'est un complément. Tout à l'heure, M. de Grandement des Terres a mentionné la lutte qu'ils ont menée à Bufflin-la-Ville, et puis une qui est en cours maintenant, leur passage dans les boîtes ballons, qui sont bien décrits dans la BD et dans une revue d'Eddie News. On a débarqué avec Francine ce soir un petit peu à l'ADER, donc j'ai aucun flyer, mais pour dire que la lutte, dans un lieu comme ceci, où les gens sont motivés, il y a une énergie.
qui n'est pas la même que dans notre commune de 400 habitants du pied du Jura, où quand on doit discuter avec la population, discuter avec les autorités, c'est beaucoup plus compliqué. Tout ce qui a été dit ici par rapport à l'utilisation des granulats, tout ce qui est dit ici par rapport à l'utilisation des voies publiques pour le transport des marchandises, des matériaux de construction, etc., c'est quelque chose qu'on va développer, qu'on va essayer de développer au sein de l'association et de notre commune. Il y aura des conférences qui vont être données. Je crois que vous participez, madame, à une prochainement, et que je fais un petit peu de pub pour ça. Dis-moi, c'est où? À Ballon. Ah, c'est à Ballon, oui. Ouais. Non, ça sera peut-être pas moi, ça sera Claude, je crois. OK. Ouais. Excusez-moi. Mais c'est pas grave, hein, c'est mon mari. Cas, voilà, on se dans tous les cas, je profite de notre présence ici pour faire un petit peu de pub. J'ai encore une fois aucun flyer, rien du tout, mais si quelqu'un est intéressé par notre association, on peut en discuter tout à l'heure. Voilà, merci. L'association pour la sauvegarde des boîtes de Ballon et environ, parce que ça comprend plusieurs communes. Et on parlait tout à l'heure de quelques hectares de bétonnage de route pour l'élargissement de la bretelle d'autoroute quelque part entre Nyon et Genève. Là, c'est plus d'une centaine d'hectares de forêts qui disparaissent. Voilà, merci beaucoup. Voilà, peut-être que sinon, comme il y a un petit apéro, si vous avez d'autres questions encore, ça peut se poursuivre autour de houmous et d'un truc à boire. Je pense que tout le monde en a besoin. Donc, merci beaucoup. Merci à nos intervenants.